Ça y est, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, à partir de ça, quelles seront les répercussions sur les niveaux géostratégiques et économiques? Est-ce que nous sommes devant un système politique mondial multipolaire ou est-ce que nous attendons, nous devrons attendre une troisième guerre mondiale? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission presque semi-quotidienne et directe. Et aujourd'hui, bien sûr, avec plus de précision, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grandes lignes de cette édition. Et bien sûr, il y aura beaucoup des questions proposées à partir de ce qui a été lancé aujourd'hui matin, avec plus de précision, à partir de 4 heures du matin par le président russe Vladimir Poutine. Poutine n'a pas seulement pris la décision de déclencher la guerre, mais sur le terrain, il a vraiment attaqué l'Ukraine. Donc, le président Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui une invasion en Ukraine avec des frappes aériennes et entrée de forces terrestres, y compris en direction de la capitale Kiev, faisant dès les premières heures du matin des dizaines de morts. Cette attaque intervient 8 ans après que Moscou a annexé la Crimée et parrainé la prise de contrôle des régions de Donbass par des séparatistes pro-russes, déclenchant ainsi un conflit régional qui a fait plus de 14 000 morts. En réaction, on trouve que le président français Emmanuel Macron a promis aujourd'hui que la France et ses alliés décideront des sanctions sans faiblesse contre la Russie à la fois sur le plan militaire et économique autant que dans le domaine de l'énergie. Pour sa part, la Pologne va ouvrir incessamment 9 premiers centres d'accueil pour les réfugiés ukrainiens dans la perspective d'une possible vague fuyant l'agression russe. Sur le terrain, encore une fois, l'armée russe a affirmé avoir aujourd'hui détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes en Ukraine où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire d'envergure. Entre-temps, les autorités russes ont promis de réprimer toute manifestation selon des Occidentaux non autorisée organisée dans le pays contre la guerre en Ukraine. Donc, je dois vous laisser les explications tout de suite avec l'une de nos collègues, dont le reportage suivant. Mais bien sûr, il y avait des réactions, entre guillemets, des réactions très importantes à souligner, à discuter dans la deuxième partie de cette édition. Même avant la deuxième partie de cette édition, nous allons avoir une sorte d'intervention téléphonique de la part de nos analystes afin de nous révéler quelle est la situation et quelle est la situation dans l'avenir. Mais justement, un reportage, après ça, je dois vous retrouver une autre fois. Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tchernigiv dans le nord, Soumy dans le nord-est, Lugansk et Kharkiv dans l'est, ont annoncé les gardes-frontières dans un communiqué. Il ajoute que la plupart des unités de garde-frontières ont été visées par des tirs dans ces mêmes régions. Une vidéo des gardes-frontières montre des véhicules militaires marqués de la lettre Z passés par un point de passage présenté comme étant entre la péninsule annexée de Crimée et la partie continentale de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes mènent des combats acharnés, l'ennemi a subi des pertes importantes et qui seront encore plus importantes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a annoncé avoir rompu les liens diplomatiques avec la Russie. Des affrontements majeurs sont signalés dans plusieurs régions du pays et le bilan est susceptible de monter. Le bilan officiel des militaires ukrainiens tués jeudi a grimpé à 5 morts en quelques heures, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un militaire de la défense anti-aérienne a été tué dans la région de Zaporijjia et 4 gardes-frontières ont péri dans diverses localités de la région de Kherson, a précisé le ministère. L'Ukraine a de son côté affirmé avoir tué environ 50 occupants russes dans la région de Lugansk, dans l'Est, et avoir repris le contrôle de la localité de
Tchetchastia sur la ligne de front. Le 24 février, près de 50 occupants russes ont été liquidés près de la localité de Tchetchastia, a assuré l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué. Le terme d'occupant russe peut désigner tant des soldats russes que les combattants séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. En réaction, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte suivait avec inquiétude les développements en cours concernant la situation en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a de même affirmé que la situation actuelle avait besoin du dialogue, de se rendre aux solutions politiques et aux efforts conjoints qui visaient à résoudre cette crise par les moyens politiques. Ceci pour éviter, bien sûr, l'escalade de la situation, qu'elle soit humaine ou économique, ainsi que leurs répercussions sur la région et le monde entier. D'autre part, on trouve que la ministre égyptienne de l'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, a confirmé qu'il existait une communication continuelle avec la communauté égyptienne en Ukraine et avec les chefs de la communauté égyptienne et les universités égyptiennes en Ukraine, ou plutôt les universitaires égyptiens en Ukraine, pour suivre l'évolution de la situation et connaître leurs besoins au stade actuel. Un communiqué publié par le ministère de l'Immigration a déclaré qu'à la lumière de l'évolution de la situation de l'État ukrainien, le ministère suivait constamment la position de la communauté égyptienne en Ukraine. L'ambassadrice Nabila Makram a appelé tous les citoyens égyptiens résidant en Ukraine de rester à leur domicile tout en suivant les instructions prononcées par les autorités ukrainiennes jusqu'à la stabilité de la situation. D'autre part, on trouve que le président égyptien Fattah el-Sisi avait confirmé que l'Égypte, ou plutôt confirmé que l'Égypte avait surmonté un bon nombre d'impacts de Covid-19 au cours des 2 dernières années, dans une allocution prononcée par visioconférence à l'occasion du Forum mondial pour une reprise post-Covid-19 organisée par l'Organisation internationale du travail OIT. El-Sisi a remercié l'organisation pour la tenue de cet événement important rassemblant les chefs d'État et de gouvernement chargés de formuler et mettre en œuvre les politiques de leurs États. Le président a d'autre part souligné que la pandémie du coronavirus avait ravagé les conditions économiques et sociales et dépassé dans son impact les crises les plus graves du monde. Le président a ajouté que les pays en développement et les moins avancés avaient beaucoup de mal à surmonter les défis de la pandémie. Toute tentative de surmonter les répercussions de cette crise doit être centrée sur l'homme. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi, affirmant que le coronavirus était et restera une crise humanitaire en général et non seulement une crise sanitaire et économique. Donc, comme vous venez de regarder, le monde entier, l'économie mondiale essaye de se récupérer justement à l'issue de cette crise sanitaire et économique qui frappe le monde entier. Mais sur le terrain, on trouve que cette crise ukrainienne, ce conflit entre les grandes puissances mondiales, pèse beaucoup sur l'économie mondiale, sur le monde entier. Donc, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne cette crise ukrainienne, si je peux dire, les raisons derrière l'invasion russe, les réactions de la part des Occidentaux, tout ça seront bien sûr proposés seront proposés sur notre table à travers les analyses de notre analyste politique, monsieur ou le docteur Aissam Abdel Fattah. Bien sûr, c'est un analyste politique, professeur des sciences économiques et politiques. Monsieur Aissam Abdel Fattah, bonsoir. Monsieur Aissam Abdel Fattah. Oui, allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Bon, malheureusement, on va améliorer donc le niveau de volume de la voix, mais justement, si vous m'entendez bien actuellement, comment vous trouvez la situation actuelle en ce qui concerne la crise ukrainienne? J'aimerais bien savoir votre remarque.
Eh bien, nous avons simplement deux camps, c'est-à-dire que actuellement la Russie, actuellement allègue beaucoup d'arguments, et aussi l'Occident, c'est-à-dire que tous les pays, presque la plupart du pays du monde, sauf la Chine, Ouais. et aussi les Nations Unies, ont leurs propres arguments. Certainement, c'est que actuellement, lorsqu'on envoie les bulletins d'information, on suit les nouvelles, on suit l'actualité, c'est-à-dire on est toujours en face des arguments présentés par les Nations Unies, par l'Europe, par l'Union européenne, et surtout à la tête, il y a les États-Unis. Et ils estiment que la Russie a violé la légitimité, c'est-à-dire l'ordre légitime, le droit international, ça c'est clair, mais quand on écoute aussi les arguments de Poutine, ils ont aussi leur poids. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Poutine, justement, elle ne peut pas accepter que les pays qui entourent la Russie, par exemple, dont l'Ukraine, la Pologne, fassent partie de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a quand même un danger, il y a toujours autour de lui il y a un danger. Et lui, il dit, il a posé des conditions, et parmi les conditions, certainement, il y a l'interdiction que ces pays-là adhèrent à l'OTAN. Je pense que c'est un argument aussi de poids. Et puis après, il pose un autre argument, il présente un argument. Alors comment se fait-il que les États-Unis, qui se trouvent donc au bout du monde, viennent aussi pour se fixer autour de moi, c'est-à-dire par l'OTAN, parce que l'OTAN c'est quoi? C'est un tremplin pour les États-Unis aussi, pour assurer sa présence en Europe. Actuellement, les pays européens, et lui, certainement, et lui, le fournisseur de gaz naturel à l'Europe, l'Allemagne, à titre d'exemple. Justement, et c'est pour cela, il y a aussi autre chose, il y a un argument quand même qui a son poids, parce qu'il faut écouter vraiment les deux arguments, les deux types d'arguments, pour et contre. Et moi, je suis en train maintenant de détailler les arguments de Poutine. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, quand on dit les Russes qui se trouvent actuellement en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, on les appelle les séparatistes. C'est-à-dire, oui, regardez le discours, ils sont séparatistes par rapport à une certaine norme. Et c'est la norme, en fait, cette norme est mise en cause par Poutine. Pourquoi? C'était parce qu'il y a aussi des Russes. Il y a des Russes qui soutiennent, en fait, l'intervention de la Russie. Il ne faut pas oublier aussi que l'Ukraine faisait partie aussi de la Russie à un moment de l'Union soviétique, et puis après la séparation, on a vu par exemple la révolution en 2014, il y a eu beaucoup de petits États qui voulaient se séparer complètement, voulaient accéder à leur indépendance, mais simplement dans ces pays-là, dans ces États, il y a aussi un camp pro-russe, un camp anti-russe, c'est-à-dire il y a des Russes qui vivent là-bas. Alors, quelle est leur position? Les Russes, certainement, veulent que l'Ukraine adhère encore une fois à la Russie. Et puis après, mais le discours, quand on dit séparatiste, ils sont séparatistes par rapport à cette norme internationale et qui donne une certaine légitimité à l'Ukraine. Et l'Ukraine, certainement, vous savez, nous sommes en face, il faut quand même voir les choses sur le même pied d'égalité. Alors il a dit, moi je ne vais pas toucher les civils, mais simplement je n'accepte pas que les Russes qui vivent en Ukraine soient maltraités. Il a employé deux termes très importants, Poutine. La nazification, nazi qui vient de nazi, et la militarisation. Et la militarisation, certainement, il n'accepte pas cette militarisation, et parce que, quand même, je pense que les choses doivent être réglées de manière complètement différente de celle adoptée ou bien de celle lancée par les États-Unis. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un arbitre, en fait, un peu, disons, sur les principes Docteur Assam, docteur Assam Fattah, je dois vous remercier vraiment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette crise ukrainienne et les développements qui ont eu lieu aujourd'hui matin. Dans la deuxième partie de cette édition, justement après la diffusion de ce reportage, nous aurons à voir un invité de marque, un invité de renommée internationale qui va nous donner un peu plus d'explications. Mais justement, je dois vous proposer cette question ou ce reportage. La Banque centrale européenne a dit jeudi suivre de près les implications de la situation en Ukraine. Tout de suite, un reportage.
La Banque centrale européenne a dit jeudi suivre de près les complications de la situation en Ukraine, théâtre d'une opération militaire lancée par la Russie. Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne procédera à une évaluation complète des perspectives économiques lors de la réunion de mars, incluant les développements récents dans le domaine géopolitique, a ajouté l'Institut dans un communiqué. Les pays de l'Union européenne, qui se trouvent en sommet exceptionnel jeudi soir à Bruxelles, préparent de leur côté un nouveau train de sanctions qui sera le plus sévère jamais mis en œuvre, a prévenu Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Ces sanctions décidées par l'Union européenne et les gouvernements européens seront mises en œuvre par l'Eurosystème, indique à ce sujet le communiqué de la BCE. Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne au complet se réunit jeudi à Paris et pour la première fois depuis des mois en présentiel, comme annoncé avant le dernier week-end. Cette réunion, qui précède un conseil des ministres de l'économie et des finances de la présidence française de l'Union européenne vendredi à Bercy, a été prévue de longue date et n'a pas vocation à examiner le cap de la politique monétaire. Quant aux implications du conflit qui sont surveillées par la BCE, elles devraient porter sur les prix du pétrole et du gaz, mais aussi sur la confiance des investisseurs, la confiance des consommateurs, le commerce, selon le chef économiste de l'Institut, Philippe Lannes, dans une interview. Le superviseur bancaire logé au sein de la BCE s'intéresse, lui, déjà depuis plusieurs jours à l'impact éventuel de sanctions sur les grandes banques sous sa surveillance. Il regarde en particulier l'impact sur les liquidités, les prêts, les positions en devises et le négoce d'instruments financiers, selon Bloomberg. Farata.